Je m'appelle Madeleine, j'ai 73 ans et je vis à Valence, dans une petite maison de famille au volet vert, entourée d'un jardin que j'entretiens seule depuis la mort de mon mari. Toute ma vie, j'ai travaillé dur. J'ai économisé sou après sou pour que mes enfants aient un avenir solide. J'ai cru que le sacrifice était la langue naturelle de l'amour maternel. Mais ce soir-là, à l'heure du dîner, une seule vibration dans ma poche a suffi pour fissurer cette croyance. J'étais assise à table, face à mon fils unique, Julien. Le couvert était simple. Une soupe de légumes, un peu de fromage, du pain encore tiède. Comme souvent, il avait insisté pour ouvrir une bouteille de vin, me resservant avec une insistance qui me mettait mal à l'aise. Son regard ne quittait pas mon verre, comme s'il voulait vérifier que je buvais. Je tentais de sourire, de rester dans ce rôle de mère aimante, toujours conciliante. Mais quelque chose dans sa manière de poser les mains sur la table, trop ferme, trop calculée, me troublait. C'est à ce moment-là que j'ai senti la vibration de mon téléphone. J'ai hésité à regarder. Julien déteste que je consulte mon portable à table. Pourtant, l'écran s'est allumé et mes yeux ont glissé sur le message qui venait d'apparaître. C'était de la part de Claire, ma belle-fille. « Maman, partez tout de suite. Ne dites rien à Julien. » Mon cœur s'est serré si fort que j'ai cru qu'il allait s'arrêter. J'ai relu la phrase 3 fois, n'y comprenant rien. Pourquoi Claire m'écrivait-elle cela? Pourquoi une telle urgence? Je levai les yeux vers Julien. Il s'essuyait les lèvres avec une serviette, l'air parfaitement détendu, comme si rien ne clochait. J'ai reposé le téléphone face cachée, craignant qu'il ne voie. Un frisson glacé m'a traversé. Claire, ma belle-fille discrète, douce, un peu en retrait, qui n'élevait jamais la voix. Était-ce possible qu'elle veuille me protéger? Ou, au contraire, me piéger dans quelque jalousie contre mon fils? Tout se mélangeait dans ma tête. Julien brisa le silence d'un ton autoritaire. « Bois encore, maman. Tu sembles fatiguée. » Sa voix n'avait pas la chaleur d'autrefois. Elle avait cette dureté qui claque comme un ordre. Je portais machinalement le verre à mes lèvres. Le vin avait un goût amer, inhabituel. Était-ce mon imagination? J'ai baissé les yeux vers mon assiette pour cacher mon trouble. Pourtant, les souvenirs affluaient. Depuis quelques mois, j'avais remarqué des détails étranges. Julien qui s'emportait pour rien, qui décidait à ma place de ce que je devais manger ou acheter. L'autre jour encore, il m'avait presque arraché les factures des mains. « Laisse, je vais régler ça pour toi. » Sur le moment, j'avais cru à une marque d'attention. Mais ce soir-là, en lisant le message de Claire, tout prenait une autre couleur. Je me rappelais aussi qu'il s'était absenté de plus en plus souvent, prétextant des réunions tardives dont je doutais. J'avais surpris à 2 reprises des bribes de conversation au téléphone où il parlait d'argent, de dette. Mais j'avais repoussé mes inquiétudes, me répétant qu'une mère devait faire confiance à son enfant. Alors pourquoi ce message? Pourquoi Claire voulait-elle que je parte immédiatement sans lui dire un mot? Je sentis mes mains trembler sur la nappe. Pour les cacher, je les glissais sous la table. Julien me fixait, ses yeux sombres me scrutant comme s'il cherchait à percer mes pensées. « Tu es nerveuse, maman ?» demanda-t-il avec un demi-sourire qui me glaça le sang. Je bredouillais. « Non, je vais bien. » Mais au fond de moi, un doute terrible grandissait. Et si Claire avait raison? Et si je courais un danger que je refusais de voir? Je détournai le regard vers la fenêtre. Dehors, le jardin baignait dans la pénombre. Les roses blanches que j'avais plantées pour l'anniversaire de mon mari se penchaient sous le vent. Elles me semblaient soudain fragiles, prêtes à être arrachées comme moi de ma maison. Julien se leva pour chercher une autre bouteille à la cuisine. Mon cœur battait à tout rompre. J'en profitais pour relire le message en vitesse. Les mots semblaient brûler l'écran. « Partez tout de suite. » Je songeais à me lever, à prétexter un malaise, mais mes jambes étaient lourdes. Et puis, partir ainsi, sans explication, n'était-ce pas trahir mon fils? Un fils que j'avais porté, nourri, élevé seul après la mort de son père. Un fils à qui j'avais tout donné, jusqu'à mon sommeil et ma jeunesse. Pouvais-je croire qu'il soit capable du pire? Pourtant, une petite voix intérieure murmurait que quelque chose clochait depuis longtemps, que je n'avais pas voulu voir, par amour ou par peur. Julien revint, déposa la bouteille avec un bruit sec. « Tu ne manges pas ?» demanda-t-il d'un ton froid.
Je piquais distraitement un morceau de pain. Le goût me paraissait fade, presque lointain. Le silence retomba, lourd, étouffant. Je sentais dans ses gestes, dans ses regards, une tension dissimulée, comme s'il jouait un rôle. Et je comprenais que je devais, pour la première fois, me méfier de mon propre fils. Ce soir-là, le dîner qui aurait dû être une parenthèse de tendresse familiale devint le point de départ d'un long cauchemar. Le message de Claire était une fissure, et bientôt la vérité allait s'y engouffrer comme une tempête. Croiriez-vous le message de la belle-fille ou la confiance aveugle que vous portez à votre propre enfant? Dites-moi dans les commentaires, vos expériences et vos avis m'aideront à poursuivre ce récit. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Le message de Claire tournait en boucle dans ma tête, me laissant un goût de cendre dans la bouche. Au petit matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude. J'ai préparé du café noir, espérant que son amertume chasserait la peur, mais mes mains tremblaient en versant l'eau. Le moindre bruit de la maison me paraissait suspect, comme si les murs eux-mêmes voulaient m'avertir. Julien, lui, s'est montré étrangement attentionné au réveil. Il avait déjà sorti mes ordonnances de la cuisine, les alignant soigneusement sur la table, comme pour vérifier mes prises de médicaments. « Tu oublies trop souvent », m'a-t-il lancé en haussant à peine la voix. Je n'ai rien répondu. Son ton ressemblait moins à un rappel affectueux qu'à une injonction. Pour la première fois, j'ai ressenti que chaque geste de sa part n'était plus un soutien, mais une manière de poser la main sur ma vie, de la contrôler. Il a ensuite ouvert le courrier du jour, avant même que je puisse le toucher. D'un air détaché, il m'a tendu une enveloppe à mon nom et a glissé discrètement une autre dans sa poche. J'ai fait semblant de ne pas remarquer, mais mon cœur s'est serré. Ce détail anodin révélait une vérité plus sombre. Il filtrait désormais mes communications, comme s'il voulait m'isoler du monde extérieur. Le même jour, il m'a proposé de simplifier mes démarches administratives. Selon lui, à mon âge, les papiers étaient trop compliqués. Il a donc pris l'initiative d'apporter au notaire une procuration déjà préparée. « Ce n'est qu'une formalité, maman. Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» J'ai lu en diagonale, incapable de me concentrer tant ma peur montait. Sa voix insistante, ses yeux plantés dans les miens, ne laissaient pas de place au refus. Alors j'ai signé, les doigts glacés. En me couchant ce soir-là, j'ai repensé à d'autres épisodes récents qui, jusque-là, m'avaient semblé banals. La semaine dernière, il m'avait reproché d'acheter trop de nourriture inutile et avait vidé la moitié de mon frigo, prétextant que les produits étaient périmés. J'avais protesté timidement, mais il avait balayé mes paroles d'un rire sec. « Maman, tu ne sais plus ce que tu fais. » Sur l'instant, j'avais cru à une maladresse. Aujourd'hui, je comprenais. Il commençait à me faire douter de moi-même, à m'ôter petit à petit la confiance que j'avais en mon propre jugement. Claire, depuis son message, n'avait pas reparu. Je me suis demandé si je devais l'appeler, lui demander des explications. Mais chaque fois que je songeais à composer son numéro, Julien surgissait de nulle part, trouvant toujours une raison pour m'occuper. « Bois ton infusion, prends ton cachet, viens signer ce papier. » Je sentais la toile se resserrer autour de moi, une toile tissée par mon propre fils. Un soir, alors que nous dînions à nouveau, je l'ai vu poser un regard lourd sur mon sac à main posé près de la chaise. Sans prévenir, il l'a ouvert, prétextant chercher un stylo. Je n'ai pas osé protester. Quand ses doigts se sont refermés sur mon carnet de chèques, il a eu un sourire satisfait. « Je gérerai tes dépenses, ce sera plus simple. » Cette phrase, si ordinaire en apparence, sonnait comme une condamnation. Tout en mâchant mécaniquement mon repas, je me suis rappelé les premiers temps après la mort de mon mari. Julien venait souvent à la maison pour m'aider à régler des papiers, porter des courses, tailler les haies. J'avais vu dans ses attentions une preuve de tendresse filiale. Mais maintenant, chaque souvenir s'effritait, révélant une autre logique, celle d'un fils qui préparait patiemment son emprise. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Claire. Si elle avait trouvé le courage de m'envoyer ce message, c'est qu'elle avait vu ou entendu quelque chose de grave. Pourtant, elle restait silencieuse depuis. Son absence devenait un poids supplémentaire. Était-elle retenue par Julien ou craignait-elle de parler davantage?
Je me suis surprise à guetter des signes, des indices dans le comportement de mon fils. Ses absences fréquentes, son parfum parfois imprégné d'une odeur étrangère, féminine. Ses appels téléphoniques interrompus dès que j'entrais dans la pièce. Une nuit, je l'avais entendu dans le couloir, parlant à voix basse. « Encore un peu de temps. Bientôt, on aura l'argent. » Je croyais rêver. Mais ce souvenir me revenait avec une netteté insupportable. Chaque jour, le doute grandissait. Mon instinct de mère me criait de refuser l'évidence, de continuer à voir en lui l'enfant fragile que j'avais bercé, protégé contre tous les vents. Mais une autre voix, plus dure, me répétait que j'étais désormais seule face à un danger insidieux. Et cette voix, je commençais à l'écouter. La maison, autrefois refuge, m'apparaissait comme une prison dont les clés se trouvaient déjà entre les mains de mon propre fils. Quelques jours plus tard, alors que je rangeais de vieux dossiers dans le buffet du salon, un document s'est échappé d'une chemise cartonnée et a glissé au sol. J'ai reconnu immédiatement le logo bleu de mon assureur. Mes doigts se sont figés sur la feuille. C'était une copie de contrat d'assurance vie à mon nom. Je savais en avoir souscrit une petite, il y a longtemps, du temps où mon mari était encore vivant. Mais en lisant les détails, mon sang s'est glacé. Le bénéficiaire unique désigné n'était pas moi, ni même Claire, mais Julien. Un malaise m'a envahi. Le contrat paraissait récent, daté d'à peine 6 mois. Je ne me souvenais pas l'avoir signé. Avais-je oublié? Ou bien avait-on imité ma signature? Le doute me paralysa. Je posai le papier sur la table et restai longtemps immobile, les yeux fixés sur mon nom imprimé en bas de la page. Le soir venu, Claire profita d'un moment où Julien était sorti pour venir me parler en secret. Ses traits étaient tirés, ses yeux pleins d'inquiétude. Elle me glissa rapidement quelques mots comme si chaque seconde comptait. « Madeleine, écoutez-moi. Julien ne vous dit pas tout. Il est sous l'emprise d'une femme, Sophie. Il a des dettes énormes. Ils veulent vendre la maison. Et je crois qu'il y a pire. » Je me suis redressée, abasourdie. Sophie? Une maîtresse? Non, pas mon fils. Claire se trompait forcément. Je secouai la tête, refusant cette vérité. Mais elle insista. J'ai vu des messages, des promesses d'argent, des projets à deux. Vous devez me croire. Ces paroles ricochaient contre les murs de ma conscience comme des pierres sur une vitre encore intacte. Je voulais la repousser, l'accuser de jalousie, mais une partie de moi savait que quelque chose ne tournait pas rond. Pourtant, je lui ai répondu d'une voix sèche. « Ce que tu dis est grave, Claire. Julien est mon fils. Tu ne peux pas l'accuser sans preuve. » Elle a baissé les yeux, désemparée. Avant de partir, elle a juste répété « Faites attention !» Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Dans ma tête résonnait la voix de Claire mêlée au souvenir de la signature suspecte sur le contrat. Mais au matin, Julien avait déjà repris le dessus. Il entra dans ma chambre sans frapper, posa une tasse de café sur ma table de nuit et dit d'un ton tranchant « Tu devrais te reposer davantage. Tu oublies trop de choses. Hier encore, tu cherchais tes clés partout alors qu'elles étaient sur la commode. » Ce n'était pas vrai. Je me souvenais parfaitement les avoir posées sur la table de la cuisine et je les avais retrouvées dans le couloir. Pourtant, il me regardait avec cet air de certitude qui me fit douter de moi-même, comme si mon esprit commençait réellement à se fissurer. Au fil des jours, ce phénomène s'accentua. Julien corrigeait mes paroles devant les voisins, changeait la version des faits, prétendait que je me trompais sur des dates, sur des détails du quotidien. Je perdais pied. À force, je me suis surprise à m'excuser, à croire que ma mémoire me trahissait. Un après-midi, je retrouvais le courrier du notaire que Julien avait subtilisé. À l'intérieur, une lettre parlait d'une préparation de vente pour ma maison, avec ma signature en bas. Mon estomac se noua. Je l'ai rangé précipitamment, craignant qu'il ne s'en aperçoive. J'étais prisonnière d'un piège invisible. L'amour pour mon fils me retenait d'agir, mais les indices s'accumulaient, accablants. Et chaque jour, Julien renforçait son emprise par des gestes qui semblaient anodins, mais qui me faisaient glisser un peu plus vers l'impuissance. Je commençais à comprendre ce que Claire avait voulu dire. Pourtant, mon cœur refusait encore de céder. Comment un fils, mon fils, pourrait-il me livrer au pire pour quelques billets et une femme de passage? Un soir d'automne, alors que la pluie battait les vitres et que le vent s'engouffrait dans les volets, j'ai glissé sur le carrelage de la salle de bain.
Ma chute fut brutale, douloureuse. Je restai quelques instants à terre, sonné, le cœur affolé. Lorsque je repris mes esprits, je remarquai la mousse étrange au sol. Le savon avait été volontairement imbibé d'une substance huileuse, rendant le carrelage traître comme une patinoire. Je m'agrippais au rebord de la baignoire pour me relever, une peur glaciale dans le dos. Et si ce n'était pas un simple accident? Le lendemain, Claire vint discrètement pendant que Julien s'absentait. En voyant mon bras couvert d'un hématome, elle blêmit. « Ce n'est pas un hasard, » murmura-t-elle. J'ai entendu Julien parler à Sophie. Ils ont évoqué la maison, l'argent et un moyen de régler le problème une fois pour toutes. Je faillis lui crier de se taire, tant mes oreilles refusaient ces mots. Mais au fond de moi, un écho terrible validait ce qu'elle disait. Le soir même, Julien adopta un comportement surprenant. À table, alors que nous dînions avec des voisins venus partager un verre, il prit un ton condescendant. « Ma mère perd un peu la tête ces derniers temps, » dit-il en riant. Hier, elle a encore cru que quelqu'un avait déplacé ses papiers. Les voisins sourirent poliment, mais je vis dans leurs yeux une lueur de doute. Je sentis le rouge me monter aux joues, humilié. Jamais Julien n'avait osé me ridiculiser ainsi en public. Je tentais de protester, mais il coupa court, posant une main lourde sur mon épaule. « Ne t'inquiète pas, maman. On est là pour t'aider. » Ces mots, prononcés devant témoins, avaient la douceur du venin. Je compris qu'il voulait installer l'idée que j'étais fragile, confuse, incapable de gérer mes affaires, et que bientôt, tout le quartier penserait ainsi. Je passais la nuit entière assise dans mon lit, le bras endolori, les yeux fixés sur l'ombre des volets. Chaque souvenir me revenait comme une preuve de plus. Julien n'était plus le fils que j'avais aimé, celui que j'avais bercé et protégé. Il s'était transformé en étranger, guidé par une avidité sombre et par une femme qui tirait les ficelles dans l'ombre. Claire, elle, restait la seule voix qui cherchait à me prévenir. Mais pouvais-je vraiment lui faire confiance? N'était-elle aussi une pièce d'un jeu trop grand pour moi? Une seule certitude me hantait. La maison, mon refuge, mon héritage, était devenue une cible. Et moi, j'étais devenu un obstacle. Quelques jours après cette humiliation publique, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rendu, seul, chez Maître Durand, le notaire qui s'occupait depuis des années des affaires de notre famille. Le cœur battant, j'ai attendu dans la salle lambrissée aux murs couverts de dossiers. Quand il m'a reçu, son regard sérieux m'a transpercé. « Madame Madeleine, dit-il doucement, je me demandais justement quand vous viendriez. » Il sortit une chemise cartonnée et la posa devant moi. Dedans, plusieurs documents officiels portaient ma signature, mais je n'avais aucun souvenir de les avoir signés. C'était une procédure de vente pour ma maison de Valence. Je sentis mes jambes se dérober. Les lettres dansaient sous mes yeux. Tout était prévu. Estimation du bien, mandat donné à une agence immobilière et même des démarches bancaires. « Ce n'est pas moi qui ai signé, » murmurai-je. Maître Durand acquiesça gravement. « Je le sais. C'est pour cela que je vous ai convoqué. Mais Julien est venu chercher le courrier avant vous. J'ai trouvé ces signatures trop uniformes. » Je posai ma main sur ma poitrine, tentant de calmer les battements affolés de mon cœur. Mon propre fils falsifiait mon écriture. En rentrant, le silence de la maison me pesa comme un couvercle. Julien était absent. Dans le salon, Claire m'attendait. Elle avait l'air pâle, nerveuse. « Vous avez vu le notaire ?» demanda-t-elle aussitôt. J'hochai la tête, incapable de parler. Des larmes me brouillaient la vue. Je savais qu'il préparait quelque chose, mais je n'imaginais pas qu'il irait aussi loin, souffla-t-elle. Je voulais la serrer dans mes bras, mais la douleur de la trahison me clouait sur place. La nuit suivante, un événement faillit tourner au drame. Alors que je préparais une tisane, une odeur âcre envahit la cuisine. En ouvrant le placard du gaz, je découvris que la vanne avait été légèrement dévissée. Le sifflement discret du gaz s'échappait dans l'air. Mes jambes tremblaient. Était-ce moi qui avais oublié? Ou bien, quelqu'un l'avait-il fait exprès? Le lendemain matin, Julien entra dans la cuisine, l'air contrarié. « Tu devrais être plus prudente, maman. On aurait pu tous finir asphyxiés. » Ses yeux brillaient d'un éclat que je n'avais jamais vu auparavant, un mélange de reproche et de satisfaction, comme s'il savourait ma peur. À cet instant, un frisson parcourut mon dos. Je compris que je n'étais plus seulement menacée dans mes biens,
mais dans ma vie même, et que chaque jour passé sous ce toit me rapprochait d'un danger plus grand encore. Le jour suivant, Claire revint vers moi, plus déterminée que jamais. Elle avait attendu que Julien parte travailler pour me tendre son téléphone. Sur l'écran défilaient des captures de messages échangés entre lui et une certaine Sophie. Les phrases me brûlèrent les yeux. « Vends vite la maison, on aura l'argent. Après ça, ta mère ne posera plus de problème. On partira à Nice, juste toi et moi. » Je crus défaillir. Mes doigts crispés tremblaient si fort que le téléphone faillit m'échapper. Je sentais mon cœur se déchirer entre deux forces contraires, l'évidence des mots et la loyauté aveugle d'une mère. J'avais envie de crier que c'était un malentendu, que ces messages étaient inventés. Mais la vérité était là, gravée dans la lumière bleue de l'écran. « Vous voyez, Madeleine, » dit Claire d'une voix brisée. « Je ne voulais pas vous blesser, mais il faut ouvrir les yeux. » Je baissai la tête, incapable de soutenir son regard. Une partie de moi refusait encore de croire que Julien, mon propre fils, puisse envisager ma disparition. Mais une autre voix, plus lucide, murmurait qu'il n'était plus l'enfant que j'avais connu. Ce soir-là, Julien me surprit en train de ranger mes papiers dans un tiroir secret. Il surgit derrière moi, saisit le dossier et le posa sur la table. « Tu n'as plus besoin de t'occuper de tout ça, maman, » déclara-t-il d'un ton sec. « C'est moi qui gère maintenant. » Puis il sortit son portable de ma poche sans me demander la permission. « À ton âge, tu n'as plus besoin de toutes ces distractions. » Il emporta l'appareil avec lui. Privé de téléphone, je me sentis brusquement isolé du monde. C'était comme si les murs de la maison s'étaient resserrés autour de moi, m'enfermant dans une prison invisible. Les jours suivants, il redoubla de vigilance. Il contrôlait mes déplacements, décidait de ce que je devais manger, de l'heure à laquelle je devais me coucher. Quand je protestais timidement, il me regardait fixement et lâchait. « Tu oublies beaucoup de choses, maman. Laisse-moi faire. » À chaque phrase, un doute s'insinuait plus profondément en moi. Je n'étais plus sûre de mes souvenirs. Avais-je vraiment oublié d'éteindre le gaz? Avais-je réellement égaré mes clés? Ou bien tout cela était-il organisé pour me faire croire à ma propre faiblesse? Dans le silence oppressant de la maison, un seul fil ténu me reliait encore à la vérité. Les yeux de Claire, emplis d'une inquiétude sincère. Elle seule semblait voir le piège se refermer sur moi. Et peut-être qu'elle seule pouvait encore me sauver. Un samedi matin, Julien proposa de m'accompagner au supermarché. J'acceptai, espérant retrouver un semblant de normalité. Mais à peine entré dans les rayons, il s'éloigna, prétextant aller chercher une bouteille de vin. Je me retrouvais seule, perdue parmi les étalages trop brillants, le brouhaha des clients. Au bout de quelques minutes, je réalisais qu'il ne revenait pas. J'attendis, le caddie entre les mains, les jambes tremblantes. Les voix autour de moi se mélangeaient, trop fortes, trop pressantes. Je ne trouvais plus mon chemin vers la sortie. Mon souffle s'accéléra. Un vertige m'envahit. C'est alors que j'entendis une voix douce derrière moi. « Madeleine, tout va bien ?» C'était Claire. Elle avait accouru, inquiète, et posa sa main rassurante sur mon bras. Elle m'aida à regagner ma voiture. Julien nous attendait déjà dehors, appuyé contre le capot, l'air faussement détendu. « Tu t'es encore perdue, maman ?» dit-il d'un ton mi-réprobateur, mi-ironique. Heureusement que Claire est là. Je sentis mon cœur se serrer. Dans ses mots, il y avait plus de venin que de compassion. Sur le chemin du retour, Claire profita d'un silence pour murmurer « Vous devez agir, Madeleine. Seule, vous ne tiendrez pas. » Le soir même, elle me conduisit discrètement chez maître Laurent Dubois, un avocat de Valence. Il m'accueillit avec gravité, me laissa m'asseoir et m'offrit un verre d'eau. Sa voix résonna comme une ancre dans la tempête. « Madame, si vos soupçons sont fondés, il faut des preuves. La loi française est claire. Sans éléments concrets, tout sera considéré comme un conflit familial. » Il proposa alors une solution. Mandater un huissier pour constater les faits, collecter des traces, établir un rapport officiel. Je restais silencieuse, les mains serrées sur mon sac. Jamais je n'aurais imaginé devoir protéger ma propre vie contre mon fils. En rentrant, j'observais Julien attablé dans la cuisine. Il parlait au téléphone à voix basse, mais je saisis quelques mots. Elle croit que je veille sur elle. Bientôt, on pourra avancer. Ce fut comme un coup de couteau dans ma poitrine. La certitude que mon fils m'avait trahi ne pouvait plus être ignorée.
Je compris qu'à présent, je devais choisir, continuer à fermer les yeux ou accepter l'aide de Claire et de l'avocat pour affronter la vérité. Je n'étais plus la mère protectrice, mais une vieille femme qu'on voulait effacer. Pourtant, dans le reflet de la vitre, je vis mon visage marqué, mais déterminé. Et je sus qu'il était temps de me battre, même contre mon propre sang. Quelques jours plus tard, l'huissier mandaté par Maître Dubois se présenta à la maison sous prétexte d'une visite de routine. Julien n'était pas là. L'homme parcourut les pièces avec méthode, observa les papiers posés sur le bureau, prit des photographies. Il me demanda de signer son rapport, les mains encore tremblantes. Peu après, il confirma mes pires craintes. Julien avait déjà fait venir des agents immobiliers pour évaluer la maison. L'un d'eux avait laissé une carte de visite retrouvée coincée sous un cadre. Tout était en marche pour une vente rapide, comme si j'avais cessé d'exister. Quand Julien rentra ce soir-là, je fis semblant de lire mon tricot, mais je remarquais son agitation. Il referma son portable trop vite, rangea un dossier dans le buffet. Mon cœur battait à tout rompre. Plus tard, Claire me rejoignit dans la chambre, pâle mais décidée. Elle s'assit à côté de moi et sortit enfin la vérité. « Madeleine, le soir où je vous ai envoyé ce message pendant le dîner, ce n'était pas par jalousie. J'avais vu Julien verser quelque chose dans votre verre. Je n'ai pas osé intervenir devant lui. Alors je vous ai supplié de partir. Je restais pétrifiée, les larmes montant à mes yeux. Le goût amer du vin, ce soir-là. Je crus m'effondrer sous le poids de la révélation. Mon fils avait vraiment tenté de m'empoisonner. Claire me serra la main, ses doigts fins mais fermes. Je vous ai peut-être semblé distante, mais je n'ai jamais cessé de vouloir vous protéger. Je suis prisonnière, moi aussi. Il me menace, il me surveille, mais je ne peux plus me taire. Ses yeux reflétaient une détresse sincère. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis qu'une étincelle d'alliance renaissait dans cette maison devenue hostile. Ce soir-là, je compris que je n'étais pas seule. Derrière les murs épais de la trahison, une complicité discrète se tissait entre deux femmes que tout opposait, mais qu'un même danger liait. Et tandis que le silence pesait dans les couloirs, je pris conscience que l'ennemi n'était pas ma belle-fille, mais bel et bien le fils que j'avais tant aimé. Le rapport de l'huissier fut transmis rapidement à Maître Dubois. Il contenait des photographies accablantes, copies de contrats falsifiés, estimations immobilières et même une conversation imprimée où Julien négociait discrètement avec un agent pour une vente urgente. Chaque page était une gifle. Le procureur ouvrit une enquête. Très vite, la police découvrit que Julien avait accumulé des dettes de jeu considérables, contractées auprès de prêteurs peu scrupuleux. Et au centre de ce gouffre financier apparaissait un nom répété, Sophie, sa maîtresse, qui l'avait entraîné dans un cercle de dettes et de combines. Un matin, la police perquisitionna la maison. Ils saisirent l'ordinateur de Julien et retrouvèrent des fichiers compromettants. Brouillons de fausses signatures, échanges de mails avec Sophie parlant de l'assurance vie et de la manière d'écarter Claire si elle devenait gênante. Je restais figée, le cœur serré, en voyant les policiers emporter ces preuves. Je sentais à la fois une douleur insoutenable et une étrange libération. Tout ce que Claire avait tenté de me faire comprendre prenait enfin une forme irréfutable. Julien fut placé en garde à vue. Je ne l'oublierai jamais, ce regard qu'il me lança quand ils l'emmenèrent. Ni haine pure, ni remords. Un vide glacial, comme s'il ne me reconnaissait déjà plus en tant que mère. Claire, bouleversée, me prit dans ses bras. « Vous n'êtes plus seule, Madeleine. Maintenant, la justice est avec nous. » Quelques semaines plus tard, le juge d'instruction prononça la mise en examen de Julien pour abus de faiblesse sur personne vulnérable, falsification de signature et tentative d'empoisonnement. Les mots résonnaient comme des pierres tombales. Assise dans la salle d'audience, je tremblais. Devant moi, mon fils portait un costume mal ajusté, les traits tirés, mais son arrogance persistait. À côté de lui, Sophie baissait les yeux, jouant l'innocente. Je crus suffoquer en réalisant que l'enfant que j'avais nourri, aimé, protégé contre tous, avait choisi le camp de la cupidité et de la trahison. Mais en même temps, je savais qu'une vérité, aussi douloureuse soit-elle, valait mieux que l'illusion qui m'avait détruite peu à peu. Et, au premier rang, je sentais la présence de Claire. Elle n'était plus seulement ma belle-fille,
Elle était devenue l'alliée la plus précieuse dans cette guerre où mon propre sang avait tenté de me sacrifier. Le procès s'ouvrit un matin d'hiver, dans le grand tribunal de Valence. Les bancs étaient froids, les visages graves. J'étais assise derrière mon avocat, le regard rivé sur la silhouette de mon fils. Julien, menottes au poignet, se tenait droit, mais ses yeux évitaient les miens. À ses côtés, Sophie tentait de se faire oublier, vêtue sobrement, les lèvres pincées dans une expression de fausse contrition. Les témoignages s'enchaînèrent. L'huissier présenta son rapport, détaillant les faux documents, les démarches immobilières, les messages compromettants. Un expert confirma que ma signature avait bel et bien été imitée à plusieurs reprises. Les policiers parlèrent des dettes de jeu, des transferts d'argent suspects, des menaces découvertes dans les échanges avec Sophie. Lorsque Claire fut appelée à la barre, sa voix tremblait, mais ses mots restèrent clairs. J'ai vu Julien verser une substance dans le verre de sa mère. J'ai compris qu'il préparait quelque chose d'irréversible. C'est pour cela que je l'ai prévenu par message. Un silence pesant envahit la salle. Je serrai les accoudoirs de mon siège pour ne pas m'effondrer. Julien tenta de se défendre, parlant de malentendus, d'accusations inventées, affirmant que Claire l'avait manipulé. Mais ses mots sonnaient creux face aux preuves irréfutables. Le procureur, d'une voix ferme, conclut « Cet homme a trahi le sang qui l'a nourri, tenté de dépouiller et de supprimer sa propre mère pour l'argent. La justice doit être implacable. » Le verdict tomba. 8 ans de prison ferme pour abus de faiblesse, falsification de signature et tentative d'empoisonnement. Sophie fut condamnée à 3 ans pour complicité. Quand le président prononça la peine, mes larmes coulèrent enfin. Pas des larmes de soulagement ni de haine, mais des larmes d'une mère qui voyait s'écrouler l'illusion qu'elle avait protégée toute sa vie. Quelques mois plus tard, je continuais d'habiter ma maison de Valence. Le jardin refleurissait. Les roses blanches, courbées sous le vent autrefois, se redressaient avec fierté. À mes côtés, Claire venait souvent m'aider, partageant avec moi des repas simples, des confidences, un silence réconfortant. Un soir, en regardant le soleil se coucher derrière les toits de la ville, j'ai pris un cahier et j'ai écrit ces mots, comme une confession, pour toutes celles qui, comme moi, ont trop longtemps gardé le silence. On croit que l'amour d'une mère protège de tout. Mais l'amour ne doit pas nous rendre aveugles. J'ai appris qu'il est parfois nécessaire de voir l'inacceptable en face pour survivre. J'ai perdu un fils, oui, mais j'ai retrouvé ma dignité et j'ai découvert qu'une belle fille pouvait devenir une fille de cœur. À toutes les femmes de mon âge qui doutent encore, je dis, ne laissez personne, pas même votre propre sang, vous voler le respect que vous méritez.